nous nous retrouvons pour parler de Dragon Ball Super, cette fois-ci l'épisode 63. D'ailleurs, si vous voulez être au courant si telle vidéo va avoir du retard ou va sortir bientôt, eh bien je vous conseille de regarder mon Twitter, puisque là-dessus je mets assez régulièrement à jour donc le statut, histoire donc que vous sachiez si telle vidéo donc sortira aujourd'hui, ou voire peut-être demain, dont par exemple celle-ci. Bien, alors, cette semaine dans Dragon Ball, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, je pense que les fans de Vegeta vont être très contents de cet épisode-ci, puisque en grosse partie, que ce soit au niveau de l'intro ou de la conclusion, eh bien on a du Vegeta. On retrouve donc au début de l'épisode Vegeta, qui était en train de s'entraîner, et qui au final a explosé carrément à la salle de l'esprit du temps. Un truc que certains pourraient trouver d'illogique, dans le sens où, bah, il est dans une autre dimension, peu importe ce qu'il fait, normalement ça devrait pas exploser la salle, tu vois. Et en fait, d'un côté, si quand même, parce que si vous vous rappelez bien, Gotenks et Majin Buu ont été capables, par exemple, grâce à leur puissance, à un cri plus précisément, de créer une brèche entre justement la dimension de la salle et bah, la dimension là où se trouvent donc les autres. Et de ce fait, je me suis dit qu'un être comme un Super Saiyan God qui est bien supérieur à Gotenks et à Majin Buu, normalement, enfin j'espère, est largement capable de faire pire que ça, de faire beaucoup mieux qu'une simple petite brèche, de carrément justement créer une sorte de faille entre la salle de l'esprit du temps et la réalité, entraînant avec un surplus de puissance une grosse explosion, entraînant donc au final la destruction de la salle et surtout de la porte. D'ailleurs, beaucoup me posaient la question comment ça se fait qu'ils sont capables de s'entraîner dedans, la salle n'a pas été détruite, enfin plutôt la porte. Et là, je veux dire, c'est une porte, ok, elle explose. Pour Majin Buu, ils n'avaient pas prévu de la reconstruire parce qu'ils pensaient qu'ils allaient le laisser enfermer à l'intérieur. Mais vu que c'est pas le cas, bah, ils ont reconstruit logiquement la porte, donc c'est pour ça qu'ils ont pu y accéder lors de l'arc donc de Champa, où ils ont pu s'entraîner un peu avant le grand tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7. Mais quel est l'intérêt de détruire la salle au final? Eh bien, je pense que l'intérêt principal, c'est de pouvoir mettre de côté ces petites facilités d'entraînement, parce que il est vrai, quand on y pense, avant il y avait une certaine limite à l'utilisation de la salle. Et depuis justement Dragon Ball Super, on a l'impression que cette limite n'existe plus. Comme quoi maintenant ils peuvent rester presque autant qu'ils veulent, ou en tout cas y aller autant de fois qu'ils le souhaitent. Parce qu'à la base, je crois que c'était 48 heures maximum qu'on peut rester dans la salle durant toute une vie. Après ça, la porte disparaît. De ce fait-là, est-ce que c'est 48 heures genre à chaque fois, ou c'est genre 48 heures en une fois, plusieurs fois, peu importe. Dans tous les cas, ça a permis donc au scénario donc de progresser sans devoir à chaque fois recourir à cette salle. Puisque bon, c'est vrai que c'est un peu facile si à chaque fois qu'il y a un danger, on a un peu de temps devant nous, bah on utilise la salle, hop, entraînement, c'est bon, on est plus fort et on termine comme ça. Je pense que c'est vraiment pour cela. Certains considèrent donc, j'imagine ça comme une sorte de facilité pour les power-up. J'imagine que c'est ce que la Toei a dû penser. Est-ce qu'on verra la destruction de cette salle dans le manga? Possible, je ne sais pas encore. Néanmoins, en tout cas, la salle donc pour le moment n'est pas utilisable. J'imagine que la porte va être reconstruite certainement. Dans combien de temps? Ça, j'en ai absolument aucune idée. On aperçoit d'ailleurs donc Goku quitter Kamehameha après avoir appris donc le Mafuba. Tantôt génial d'ailleurs l'idée bien de montrer au futur la force de l'école de la tortue, à quel point donc l'école dans laquelle Goku a appris les arts martiaux est la meilleure, tu vois. Et je me dis qu'au final c'est vrai qu'il était peut-être plus intéressant pour la Toei en définitive de vraiment faire cette scène là entre Goku et Tortue Géniale. Bon, déjà pour nous renouer un peu avec le passé glorieux de la série. Puisque bon, ils ont délibérément choisi de ne pas faire en sorte que Goku apprenne le Mafuba avec Piccolo, alors que Piccolo connaissait le contre Mafuba et ainsi de suite. Donc peut-être connaissait-il d'autres subtilités par rapport à la technique elle-même, bien mieux que donc Kame Sennin. Néanmoins, voir cette scène-là personnellement m'a plu. Et c'est pour ça d'ailleurs que je sens que dans le futur, on aura un arc éventuel donc de Goku et ses amis, j'espère, contre une organisation de méchants, à l'image donc de l'armée du ruban rouge, je vous rappelez. Parce que bon, là, on a beaucoup d'univers et ça m'étonnerait pas que dans un des univers, on voit justement une organisation de méchants, avec à la tête certainement pas forcément un dieu, mais peut-être une entité divine extrêmement puissante qui sera donc le futur adversaire de Goku. Ce n'est qu'une idée que je balance comme ça au hasard. Maintenant on verra si elle se réalise un jour. Trunks donc se réveille dans le futur, réveillé par Yajirobe qui lui a filé un senzu. D'ailleurs le pauvre petit Trunks, il avait peur que Yajirobe lui roulait une pelle pendant qu'il s'endormait, mais bon, le mec a un peu oublié qu'on pouvait aussi donner des senzu juste en le mettant dans la bouche. Je veux dire, ça arrivait plein de fois dans Dragon Ball Z de voir des persos donner des senzu comme ça juste en foutant en bouche, et voilà, les persos avalaient tranquillement et c'est bon, ils étaient debout quoi. Bref, en tout cas Yajirobe donc met Trunks au parfum, comme quoi voilà, Mai est parti à la recherche de Black et Zamasu et a trouvé même leur plan, que leur petite maison de campagne tranquillement où les deux faisaient chier personne, ils prenaient leur thé. Et Mai elle-même avait donc à sa disposition une balle que Bulma lui avait laissée avant de mourir, une balle donc super renforcée, capable, j'imagine, de pouvoir transpercer un corps comme celui de Goku. Mais bon, on a déjà vu depuis l'affaire Sorbet que le corps d'un Saiyan pouvait être transpercé, donc pouvait être transpercé par un laser si celui-ci n'était pas vraiment sur ses gardes. Je veux dire, Goku il a été transpercé par le laser de Sorbet dans l'arc Resurrection of Frieza. Et voilà, ça a fait un gros petit scandale, mais bon, au final, on a compris que c'est quand un Saiyan ne concentre pas son ki, en tout cas qui n'est pas concentré, qui n'est pas sur ses gardes, bah son corps devient plus faible, entre guillemets, moins résistant, en tout cas, c'est normal. Face à certaines attaques. Et donc ici, le coup de la balle aurait pu fonctionner contre un Black Goku qui de surcroît a certainement un corps moins résistant qu'un Super Saiyan Blue, alors que là justement le Black était donc en forme normale, n'était pas en forme Super Saiyan Rosé.
Donc le plan était intéressant et j'aime bien en fait le fait que les humains puissent vraiment interagir et participer à l'arc en lui-même au lieu d'être uniquement des spectateurs slash victimes. Mai donc étant un personnage féminin avec un caractère assez fort comme de toute façon le sont toutes les femmes Saiyan. Néanmoins ici elle a une part assez active donc dans l'histoire comme je viens de le dire et c'est plaisant à voir puisque à la base dans tous les arcs de Dragon Ball Z les humains ont été vraiment des victimes. Bon dans l'arc de Freezer c'était surtout les Namek mais vous comprenez l'idée que j'essaie d'avancer. Ils ont participé effectivement à l'arc Cell en essayant de le tuer mais ça a foiré. Ils ont envoyé en plus Mister Satan plus tard et ils l'ont refait dans l'arc Majin Buu jusqu'à participer au Genki Dama, heureusement vers la fin, ce qui faisait justement une belle symbolique de toute la Terre qui coopère sans le savoir avec Goku pour vaincre le méchant alors qu'il pensait en fait aider Mister Satan. Et ici c'est un autre rôle qu'ils jouent, effectivement ils sont encore victimes dans le sens où Black Goku se déchaînait sur eux, mais entre autres là ils ont un rôle plus important. Mai et les autres humains arrivent à créer une diversion, à retenir Black malgré tout, même si d'un côté on peut se dire que le pauvre Black en fait il faisait que s'amuser avec eux, s'il voulait vraiment les tuer, il serait allé voler directement chez eux avec le Shun Kanido, mais il a jamais vraiment fait, il prenait son temps, tu vois, il voulait vraiment les punir, leur faire ressentir la peur. Mais la volonté des humains à résister malgré tout est vraiment très intéressante. Et je respecte ça, surtout quand tu vois les deux soldats qui ici disent carrément que mourir aux côtés de Mai serait un honneur. D'un autre côté, quand on y réfléchit, on peut se dire aussi que c'était au final un peu obligatoire qu'on voit les humains ayant une part importante dans l'histoire, puisque Zamasu a déjà une idée préfaite sur les Ningen / humains / mortels. C'est-à-dire que il pense que les humains s'entretuent sans cesse, qu'ils répètent les cycles de guerre, qu'ils ne savent que justement que se tuer, qu'ils ne savent pratiquer que la violence, qu'ils sont stupides et qu'ils n'apprennent jamais de leurs erreurs. Mais d'un autre côté, Zamasu, d'un certain sens, ignore en fait que les humains peuvent également faire des bonnes choses, comme se protéger les uns les autres, partager leur vie, survivre et aimer aussi. Aimer. Ce sont toutes des petites facettes justement que les survivants de la Terre dans le futur nous montrent à l'écran. Via Mai, via Trunks, via les autres, via les enfants qu'on a vus, vous savez, c'est des choses que Zamasu ignore et qu'on voit. Et je pense que le contraste fait entre l'idée de Zamasu et ce que font vraiment les humains ici, était pour montrer que malgré le fait que Zamasu, d'une part, est un peu raison, c'est vrai que les humains s'entretuent souvent, qu'ils répètent les guerres encore et encore, et c'est valable pour notre réalité à nous aussi, mais qu'en même temps, ils sont capables du meilleur, comme du bon, hein, comme j'ai dit, l'amour, l'amitié, la solidarité, la confiance, etc. C'est des bonnes facettes que nous pouvons aussi posséder en nous. Je pense que c'était un petit message d'espoir caché. Vous allez me dire, on réfléchit trop avec Dragon Ball Z, mais c'est un peu présent dans tous les animés, dans tous les mangas, que voilà, on est capable du pire, mais également du meilleur. Mai donc rate sa cible, quel hasard, et touche plutôt la potala de Black Goku, qui ne se brise pas pour le coup. Alors que dans le manga d'ailleurs, quand on y repense, Vegeta et Goku ont réussi donc à briser les potalas avec seulement leurs mains. Donc les potalas sont bien très très résistantes, mais moins en tout cas que la force d'un Super Saiyajin. Et bon, vous allez me dire c'est un détail insignifiant, mais bon, si quelqu'un un jour se pose la question, bah au moins il aura la réponse concernant la résistance de ces bijoux. Mais pour aller beaucoup plus loin dans le sujet, si on avait détruit la potala, et c'était pas forcément un mauvais plan même de vouloir faire ça, eh bien est-ce que ça aurait entraîné le fait que Black disparaisse? Je m'explique. La bague du temps donc, a pu être utilisée par Black parce que celui-ci portait les potala. Pas parce qu'il a juste dit voilà je me proclame Kaioshin, parce que bon Zamasu a utilisé aussi la bague du temps, a pu voyager en tout cas avec, parce que Goasu lui a prêté la sienne. Tu vois, si c'était juste une question de titre, bah franchement pas besoin de potala alors. Non, c'est la potala qui lui fait ça. Donc détruire la potala aurait empêché Black d'utiliser la bague du temps, et de ce fait lui aurait peut-être enlevé la protection entre guillemets que lui offre la bague du temps par rapport à la mort du Zamasu du présent, parce que tuer Zamasu du présent aurait entraîné la mort et la disparition de Black logiquement, mais ce n'est pas arrivé parce que la bague l'a protégé. Donc l'empêcher d'utiliser la bague, est-ce que ça aurait entraîné la disparition de Black? C'est une bonne question. Maintenant d'un sens je me dis bon, maintenant il a tellement causé de merde et qu'il est tellement ancré dans l'histoire du futur que voilà, je pense que s'il enlevait la bague maintenant, je pense que ça aurait peut-être rien changé. Maintenant je me trompe, mais ça aurait pu être un très bon plan et pas forcément une mauvaise idée. Trunks arrive justement au bon moment pour sauver Mai qui s'était donc fait repérer, et s'ensuit une bonne scène de fight, je trouve personnellement, la scène de fight qu'on aurait dû avoir d'ailleurs l'épisode précédent. Donc Trunks utilise toutes ses forces en réalité pour essayer de mettre hors d'état de nuire rapidement Black, justement après avoir donné un coup de Kikoa donc à Zamasu, qui justement se laisse frapper par les attaques, puisque celui-ci en fait aime profiter en fait de son immortalité quand il prend un coup, quelque chose qu'avait remarqué Trunks et qui lui permet donc d'élaborer ce plan, donc séparant un peu les deux. Et donc Trunks utilise toute sa puissance de Super Saiyan avec une aura bleue à l'intérieur. Je sais pas vraiment quel est le vrai nom pour cette transformation, même si j'avais utilisé le nom de Gigi Super Saiyajin Blue, qui veut donc dire le faux Super Saiyajin Bleu. Donc peu importe cela, en tout cas donc il se donne à fond, il utilise toute sa puissance, le laissant justement à moitié, quasiment vidé en fait, hein, puisqu'il repasse à une forme Super Saiyajin 1 classique en regardant un peu la forme de son corps et surtout ses cheveux.
Et Zamasu donc reste, le combat continue. Malheureusement donc Trunks, disant donc qu'il y a toujours face de lui un être immortel, décide donc d'utiliser une technique encore plus puissante où celui-ci donc tient Zamasu et on voit son corps comme ça briller, comme si justement il allait se faire exploser. La question suivante c'est allait-il justement se suicider ou juste allait-il utiliser une attaque surpuissante? À mon sens, et je me plais à penser cela, c'est que Trunks allait en fait se suicider et exploser, donc faire exploser son corps pour détruire Zamasu qui selon lui avait effectivement une régénération, on va dire, bien qu'il soit immortel techniquement, a une régénération donc qui a une limite. Et en fait, j'aurais aimé que ce soit un suicide justement parce que ça aurait été un parallèle assez sympathique avec son père Vegeta lorsqu'il était donc Majin Vegeta justement face à Majin Buu, puisqu'il avait le même problème. Majin Vegeta donc s'était rendu compte que Majin Buu était en quelque sorte immortel slash avait une régénération donc super puissante. Et bien avait pensé à l'idée de voilà se sacrifier, de s'exploser pour supprimer Majin Buu définitivement. Et justement si son fils avait tenté de faire la même chose, ça aurait été sympathique de dire ah tel père tel fils. Mais bon, en tout cas c'est pas arrivé puisque Black ayant survécu à l'attaque précédente de Trunks qui était d'ailleurs un canon Garrick, donc l'attaque de Vegeta que celui-ci donc avait utilisé notamment et surtout c'est là qu'on s'en souvient donc face à Goku lors de leur premier combat, alors que Goku utilisait le Kamehameha avec le Kaioken x3 puis x4 et Vegeta avait utilisé cette attaque. Donc Trunks utilise des attaques d'ailleurs de son père, de son maître Gohan, voilà le Final Flash, enfin d'abord le Final Flash de son père, puis le canon Garrick de son père aussi, le Masenko de Gohan, voilà. Manquerait plus qu'il utilise le Kamehameha, on aurait fait le tour, voilà quoi. Bref. Donc Trunks est à terre, mais à ce moment-là, justement, t'as Goku et Vegeta et Bulma qui arrivent au bon moment. Et s'ensuit donc une scène assez dramatique, on va dire, entre guillemets, mais surtout drôle, où justement Goku et Vegeta sont en train de discuter ensemble donc, par rapport au pot, enfin au vase, je sais pas comment on appelle ça, en tout cas le réceptacle dans lequel justement les Zamasu et Black devaient être scellés, puisqu'en fait la machine à remonter le temps donc, a été endommagée par Black à leur arrivée, et à l'intérieur se trouvait justement ce réceptacle qui s'est justement pour le coup brisé, et ça c'était ultra drôle. Au même moment, t'avais d'ailleurs Kaioshin de l'Est, donc de l'univers 10, de l'univers 7, pardon, donc le nôtre, et également Gowasu de l'univers 10, donc qui sont arrivés. Et je vous avais dit hein, que ce mec allait essayer de raisonner son disciple comme un con, et c'est ce qu'il fait en disant voilà, j'ai honte de toi, comment tu peux faire ça alors que putain de merde, Gowasu, bordel de merde, ton disciple Zamasu a tué un Ningen devant toi, il t'a expliqué 20 000 fois que voilà, il pensait qu'il fallait tous les supprimer, etc. Et toi, tu te saisis toujours pas, quoi, mais c'est vraiment. Je trouvais vraiment. Ce gars-là, c'est le bouffon des Kaioshin, c'est incroyable. Ah, d'ailleurs, à un moment donné, il dit bien ouais, voilà, tu vas réparer tes conneries avec les Dragon Ball de ce monde, et t'as Black qui dit ah bah non, j'ai détruit toutes les Dragon Ball. Et là, putain, Gowasu, j'ai l'impression qu'il a été cassé dans son esprit, le mec il était tellement brisé qu'il est tombé par terre sans aucune raison, mais franchement, le mec a été même pas blessé, tu vois. Alors que juste avant, t'avais Black et Zamasu qui lui avaient balancé une Kikoa pour essayer de le tuer une troisième fois. Mais non, ils ont été protégés par Vegeta et Goku. Mais bon, le mec tombe à terre donc sans raison après la déclaration de Black. Et on pouvait d'ailleurs se poser la question, a-t-il également détruit les Dragon Ball de la planète Namek? Logiquement, s'il avait tout appris des Super Dragon Ball, il aurait certainement pu apprendre également l'existence des Dragon Ball sur la planète Namek. De ce fait, ça aurait pu justifier que celui-ci aille à la planète Namek pour la détruire. Je veux dire, Kaio a été capable de la localiser, donc pourquoi pas avec Kaioshin, quoi. Bref, donc après cette petite séquence assez drôle, je trouve, puisqu'à un moment donné, pendant que Vegeta et Goku se disputent, avait Zamasu qui donc essayait d'expliquer voilà à Goku et Vegeta que ça servait à rien de s'opposer à lui, que c'était un dieu, enfin son blabla habituel, mais en fait aucun des deux ne l'écoutait. Et réaction assez étonnante, je trouve, c'est que Zamasu ça le faisait pas chier. Dans beaucoup de shonen en fait c'est déjà arrivé comme ça qu'un méchant se fasse ignorer, genre One Piece, t'avais Zoro et Luffy par exemple dans une scène qui discutaient et qui ignoraient également à un moment donné l'adversaire. C'était à Whiskey Peak pour ceux qui connaissent, Whiskey Peak pardon. Et donc, du coup, Zamasu dit bien, voilà, de toute façon, je suis un dieu, qu'ils écoutent ou pas, ça change rien, je vais être égocentrique, de toute façon, je fais ce que je veux. Bah, c'est un peu ça, au final, le mec se considère donc, comme un dieu, donc si les gens en dessous de lui n'écoutent pas, ça change absolument rien, qu'il va quand même faire ce qu'il doit faire. Et ça, c'était plutôt pas mal, comme justement réponse au côté donc ignorant, entre guillemets, de Goku et Vegeta par rapport à son statut. Une autre information a été donnée, et ça c'était très intéressant, c'est que donc Goku déjà se posait la question où était Whis, pourquoi n'est-il pas présent, puisque bon selon Black, tous les dieux étaient morts. Eh bien le Kaioshin de l'univers 7, donc le nôtre, lui dit bien que lorsque un dieu de la destruction meurt, son ange serviteur, donc Whis en l'occurrence, cesse ses fonctions, et ce jusqu'à l'apparition du nouveau dieu de la destruction. Alors on pourrait se poser la question, il cesse ses fonctions, est-ce que ça veut aussi dire qu'en gros il arrête de chercher un dieu de la destruction, puisqu'au final Whis avait déjà essayé de recruter Goku et Vegeta, donc ça signifie que quelqu'un d'autre recrute les dieux de la destruction, donc certainement Zeno, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il intervient pas, c'est peut-être parce qu'il est occupé à trouver d'autres dieux de la destruction, ça c'est dans le cas où il y a un autre Zeno dans la dimension, enfin dans le monde de Trunks, mais s'il n'y a qu'un seul Zeno, peu importe la timeline, il y a des chances que Zeno justement ne cherche pas d'autres dieux de la destruction pour, on va dire, cette réalité, cette timeline donc de Trunks plutôt. Puisque selon lui, j'imagine que c'est une aberration et qui devrait disparaître. Alors que techniquement, la timeline de Trunks est en fait l'originale, celle qui n'a jamais changé.
Maintenant on pourrait se dire ouais mais il y a la boucle du temps, enfin la boucle temporelle avec Black et les Zamasu, est-ce que ça fait genre que voilà le monde de Trunk est faux ou quoi que ce soit. Bon, on pourrait se poser plein de questions, mais en tout cas, Whis donc ne va certainement pas participer. Ça rentre donc dans l'idée que je vous avais déjà donnée, que de toute façon Whis ne devait pas, de par ses fonctions, intervenir, c'était le rôle plutôt de Beerus, mais ici il est mort, de même que Kaioshin. La même logique aurait pu d'ailleurs s'appliquer à Zeno lui-même, puisque bon, étant le roi de tout, je veux dire, si Whis n'intervient pas, si seul un dieu de destruction intervient, logiquement, logiquement Zeno n'a rien à faire non plus là-dedans. La seule manière pour Zeno d'intervenir dans cette histoire, c'est d'être rappelé à travers le bouton qu'il a donné justement à Goku. D'ailleurs, ce bouton risque d'intervenir dans l'histoire, puisque dans le manga, dans les derniers chapitres, il est également apparu. Donc la scène avec le Daishinkan, etc., la visite chez Zeno, visiblement va apparaître dans le manga. Et de ce fait, il est grandement possible que Zeno puisse vraiment apparaître dans cet arc-ci, mais vraiment vers la fin, je pense, d'une manière ou d'une autre, peut-être parce que Yajirobe va l'utiliser sans le faire exprès, qui sait aller pour le gag, et devenir peut-être même son nouveau meilleur ami, tu vois, parce qu'à la base, il cherchait aussi un compagnon pour jouer. Allez, ça peut être fun, imaginons, on parie là-dessus. Le combat donc commence, et on voit direct donc les progrès de Vegeta dans la salle de l'esprit du temps. Là, franchement, c'est vraiment violent comment justement Vegeta a le dessus sur Black, et du coup, comprend pas trop comment Vegeta a pu évoluer aussi rapidement. Et se fait soumettre, il se fait exploser, il se fait péter la gueule, mais vraiment grave. Et c'est vraiment génial et jouissif de voir Vegeta revenir donc en avant comme ça après ces petits déculottés rapides de la dernière fois. Et j'imagine donc que les fans de Vegeta sont certainement ravis de cet épisode, et personnellement moi je l'ai été. D'ailleurs Goku donc s'occupe de Zamasu, celui-ci déjà avait le dessus en fait sur Zamasu, il faut le dire, même si Zamasu à un moment donné avait résisté à Goku, Goku de toute manière avait en fait de manière générale le dessus sur lui. Vegeta là aussi, donc du coup c'est la supériorité pour notre duo. D'ailleurs par rapport à la machine à remonter le temps, c'est vrai qu'elle avait été donc attaquée par Black, mais en fait Bulma a éteint le feu qui était en train de brûler là, oui logique, merci Captain Obvious. Mais en tout cas Black a remarqué Bulma, je pense, donc est-ce que ça signifie qu'il y a un danger de mort pour Bulma? Franchement je pense pas que Bulma risque de mourir, quoique ça pourrait justifier le fait qu'on utilise des Dragon Ball pour la ressusciter. Néanmoins, ensuite on a une marque de respect donc de Vegeta lors de son petit monologue face à Black, par rapport aux cellules Saiyan, comme quoi voilà, c'est un corps d'emprunt qu'utilise Black et que seul Goku peut utiliser à fond le potentiel donc de ce corps que Goku justement a entraîné, a forgé, a fait évoluer jusqu'à la dernière cellule, la plus petite cellule, à travers donc ses combats, son expérience, ses aventures entre guillemets. Donc en même temps Vegeta montre une marque de respect face à Goku en reconnaissant justement que celui-ci est fort, que tout cela c'est pas en vain qu'il a fait ça, et en même temps voilà il montre aussi que finalement il aime pas non plus des masses Goku, ça on le savait déjà, mais il dit bien voilà c'est imbécile comme lui, tu vois, donc il arrive à souder sa gueule et en même temps à montrer qu'il a un respect, et ça c'est justement je pense que certains rivaux ont comme relation de manière générale, donc en même temps ils sont ennemis, slash amis, slash voilà, vous comprenez un peu la relation qu'il y a entre eux. Et à la fin d'ailleurs, il y a une autre marque de respect, mais plutôt, pas vraiment une marque de respect, mais plutôt de fierté, puisque Vegeta se parle de lui comme ça, en parlant de lui en disant Vegeta-sama, tu vois, en disant de lui-même Vegeta-sama, alors que c'est au début, je pense, de son apparition qu'il se dénommait ainsi, voilà, je suis le grand Vegeta-sama, je suis le grand Vegeta-sama, le fier Saiyan, prince des Saiyans, Saiyan no Oji, un truc comme ça. Donc du coup, il montre vraiment que sa fierté de Saiyan est de retour, tu vois, parce que là, il a la supériorité face à son adversaire, du coup, c'est là, il impose justement son côté Saiyan, et ça, c'est le Vegeta qu'on aime, le Saiyan fier, sans peur et sans reproche, entre guillemets, comme le disait la VF, et franchement, ça, c'est une bonne chose. Bref, l'épisode se termine là-dessus. Certains se poseront la question de Vegeta il a des éclairs à la fin quand il s'énerve, et je pense pas forcément que ce soit un signe d'une éventuelle évolution d'un Super Saiyajin Blue niveau 2 ou quoi que ce soit, mais bon, ça on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Bref, l'épisode se termine là-dessus comme je l'ai dit. De manière globale, l'animation était vraiment très correcte, je trouve, surtout au niveau des combats, c'était très plaisant à voir. La musique, bon, je vais pas répéter ce que j'ai dit les autres fois, c'était encore une fois parfois pas trop pas top, sauf vers la fin avec Vegeta, c'était plutôt pas mal avec le discours. Il y avait un échange de Trunk et Gohasu qui était assez moyen, mais encore une fois, pour le reste, c'est une musique qui accompagne et qui ne crée pas vraiment de rythme. Franchement, je veux dire, dans les échanges entre Goku, Black, Zamasu et Vegeta, c'était assez moyen, tu vois. J'aurais préféré une musique bien plus dynamique et bien plus puissante, entre guillemets, pour cette scène. Voilà, bon, maintenant nous allons donc parler du preview du prochain épisode qui est incroyable. Je sais pas si vous l'avez vu, mais qui est incroyable. Et franchement, sur internet, à la seconde même où l'épisode était terminé au Japon, franchement, la nouvelle a pullulé sur le net. Donc, on va en parler maintenant. Si vous ne voulez pas le savoir, si vous n'êtes pas au courant, bah, je vous conseille alors de fermer cette vidéo maintenant. Je vous souhaite une agréable soirée à ceux qui s'en vont. Et pour les autres, parlons-en. Alors dans cette petite preview, on commence déjà par des clones étranges de Black qui ont des yeux et des couleurs de cheveux différentes, comme ça un peu plus forts, un peu plus fuchsia carrément. Bon, ce sont donc des clones, on voit carrément
certains d'entre eux se reformaient comme ça, comme de la fumée à la Majin Buu, presque j'ai bien dit. Alors j'imagine que c'est une technique de Black qui peut-être se dédouble, pour quelle raison? Peut-être pour éviter de se faire sceller, ou pour essayer d'attaquer Trunks, ou en gros faire des trucs qui attaquent comme une mini-armée, qui contrôle. J'imagine qu'il peut faire ça éventuellement en manipulant son ki, qu'il maîtrise déjà assez pour former des armes de plus en plus dangereuses. D'ailleurs on voit carrément Black avec une faux. Et ça c'est vraiment cool à voir, comme quoi j'imagine que son échange avec Vegeta lui a permis de s'améliorer aussi, et donc de créer des armes de plus en plus mortelles. Mais bon, on voyait déjà qu'à la base, sa maîtrise du ki lui permettait donc de créer carrément comme des petites lances qui se sont enfoncées dans Goku la dernière fois qu'ils se sont affrontés, et qui avaient carrément ensuite explosé. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi la petite déchirure comme ça, la petite faille, le trou comme ça, qui est de la même couleur que le ki de Black, un peu au fond. Je me suis dit, est-ce que ce serait pas justement le plan Zero Ningen? Parce qu'au final, ils disent à chaque fois, ouais, le plan Zero Ningen va apporter ses fruits, va commencer, je sais pas quoi, comme si ça n'avait pas encore commencé, alors qu'en soi, c'est le fait de détruire tous les humains, non? Et ben ils sont déjà en train de le faire, ça. Alors donc leur plan est déjà en marche. Est-ce que justement leur plan ne consistait pas à faire quelque chose de plus dangereux, tu vois, un peu comme ouvrir la zone, je sais plus comment on appelle ça, la zone, je sais plus trop quoi, vous savez, dans l'arc de Garlic. Dans le film Garlic et avec Garlic Junior dans le Fillers, ils avaient ouvert une sorte d'autre dimension dans laquelle celui-ci justement était resté enfermé. Tu vois, et t'imagines, t'as un truc comme ça justement, vu que c'est les derniers dieux, ils sont peut-être capables de faire ça, d'ouvrir cette dimension et de vouloir enfermer tous les Ningen dedans d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment. Donc ça pourrait être sympathique, mais pourquoi ont-ils attendu autant? Ça, franchement, j'en ai aucune idée. Maintenant, ça peut juste être une autre technique, ou alors peut-être un Mafuba qui a foiré. Franchement, j'en ai absolument aucune idée. Mais j'imagine qu'on aura la réponse bien assez vite. Ensuite, donc, on a les petits échanges avec Goku et Zamasu. Bon, j'imagine qu'à ce moment-là, le Mafuba donc, va totalement échouer. Puisque là vient la grosse bombe. On voit la fusion Potala donc, de Zamasu et de Black. Alors, je l'avais dit lors de mon premier visionnage, personnellement, que je trouvais au début cela moche. Mais j'ai dit moche, mais pas forcément moins stylé. Puisqu'on a donc l'ennemi aux cheveux blancs avec la même coupe que Goku, ça c'était prévu, on l'a déjà. La peau verte, ce que je redoutais le plus, mais au final, c'est pas si moche que ça, je pense que c'est une question d'habitude. Voilà, les oreilles de Zamasu, ok. Et les fringues de Zamasu avec la couleur de Black. D'un autre côté, on peut se dire qu'au final, le personnage, le vrai méchant, c'est Zamasu et pas le corps de Goku. Donc, avoir la peau, le visage de Goku sur la fusion, ça aurait été un peu, je pense, pas le meilleur choix. Parce que c'est vrai, hein, le méchant, c'est vraiment Zamasu plus que le corps de Goku, c'est Zamasu. Donc, c'est un peu normal qu'il ait son visage, ses oreilles et sa couleur de peau. Je pense que c'est vraiment pour montrer que c'est lui qui profite justement de la puissance de Goku avec les cheveux et l'aura, qui pour le coup est assez blanche, mais vraiment blanche dans le point, vraiment divin, neutre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est plus que le bleu, c'est vraiment ultra clair, genre c'est pur, tu vois. Ça représente vraiment ce côté dieu suprême que représente justement ce dieu. Alors comment va-t-on l'appeler? Certains s'étaient mis d'accord, soit c'est Super Zamasu, genre peut-être même Black Zamasu, ou ouais, pas Zamasu au carré, certains disaient Zamak, mais j'hésite, soit c'est Black Zamasu ou Zamasu Black, ou alors Super Zamasu à l'image d'un C17 qui fusionnait avec C17 qui faisait Super C17, donc pourquoi pas, et puis ça reste dans le même lignée que les transformations de Super Saiyan, hein, vu que Zamasu dans le corps de Black avait carrément appelé sa transformation le Super Saiyajin rosé, tu vois, pour garder la logique de couleur entre guillemets. Voilà, donc une transformation qui sera certainement géniale à voir. Je me demande quelle musique vont-ils mettre. J'espère même qu'en fait ils vont pas en mettre. Comme ça, tu vois, nous on peut ajouter notre musique à nous et faire en sorte de faire notre propre version de l'épisode. Voilà, bon, je sais pas ce que vous en avez pensé de cet épisode-ci. Est-ce que vous l'avez aimé, vous l'avez détesté, vous avez trouvé l'animation comment? Est-ce que vous pensez que Bulma va mourir? Comment le Mafuba va échouer? Est-ce que le Mafuba va peut-être réussir d'une manière ou d'une autre? Même maintenant, je pense pas. Est-ce qu'ils vont essayer le Mafuba sur cette forme scellée? Est-ce que justement cette fusion est encore immortelle ou non? Qui sait, ça pourrait être sympathique de voir en fait cette fusion vraiment immortelle justement, même si logiquement l'immortalité a été donnée au corps de Zamasu et pas à cette fusion, vu que cette fusion est un tout nouvel être, donc ce n'est plus Zamasu. Donc logiquement, on peut dire que l'immortalité pourrait ne pas rester, alors que dans le cas de Goku qui avait fusionné avec Vegeta, voilà, c'était surtout que Vegeta était mort, Goku était en vie, donc la vie de Goku l'emportait sur la mort de Vegeta, parce que de toute façon c'est un nouvel être, donc il suffisait d'une vie et pas deux. Expliquant justement que Végéto n'est pas né avec une auréole sur la tête, quoi. Ça aurait été illogique. Voilà les gens, donc dites-moi tout cela par commentaire et on se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain épisode. Voilà, ciao ciao les gens et passez une agréable semaine, je le répète. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux, on poste parfois des trucs marrants, dont justement des montages, des épisodes avec les musiques de DBZ, justement, les musiques de DBZ avec l'image de DBS, quoi. Allez, bref, ciao ciao. Zoom.